de sécurité générale. Mais sur des meetings, j'étais proche de lui physiquement, et on l'a vu dans les médias, mais comme un certain nombre de personnes sur lesquelles on ne porte pas le focus aujourd'hui. Vous avez cette notion, vous avez besoin de cette proximité pour lui passer un certain nombre de messages. Mais je n'étais pas le garde du corps d'Emmanuel Macron. Et je ne l'ai jamais été. Madame Jourda. Sur ce point, Monsieur Benalla, je voudrais soumettre à votre observation, à vos observations, une déclaration qui vous est prêtée par le JDD, à qui vous avez donné une interview, et qui, parlant de vous, indique « Il devient le siège du candidat, celui qui est assis à côté de son chauffeur, et recrute une équipe ». Le siège, qui est le terme adéquat, n'est pas quelque chose d'opérationnel, une fonction opérationnelle? Alors, pour être tout à fait précis, c'est inexact. Et j'ai dû monter... C'est pas moi qui parle dans cette interview. Le JDD prétend retracer vos propos, mais vous ne les avez pas tenus. Je vous ai pas entendu, excusez-moi. Excusez-moi, je dis le JDD prétend retracer vos propos, mais ce que vous nous dites, c'est que vous ne les avez pas tenus, ces propos. Je n'ai jamais été le siège d'Emmanuel Macron. J'ai dû monter dans la voiture 2-3 reprises, c'est possible, mais je n'ai jamais été son siège. Ni son épaule, d'ailleurs. Merci. Madame Jourda, avez-vous d'autres questions? Je continue sur votre parcours et sur vos compétences. Vous en avez dit un mot tout à l'heure, je souhaiterais que vous soyez un peu plus précis, si vous voulez bien, sur les conditions dans lesquelles vous avez rejoint la présidence de la République, notamment qui vous a recruté, avez-vous sollicité de vous-même un emploi ou avez-vous été recommandé? Alors quand vous arrivez à la fin d'une campagne présidentielle, qui plus est gagnante, victorieuse, vous avez pu voir les compétences des uns, des autres, et de la même manière que quand vous êtes parlementaire, vous pouvez choisir après une élection vos collaborateurs. Le président de la République, ses proches conseillers ont choisi leurs collaborateurs sur la base de ce qu'ils avaient pu voir en termes d'engagement, en termes de professionnalisme et en termes de confiance. Parce que quand on fait de la politique, la notion de confiance, elle est primordiale. Et vous avez pu avoir, je pense, plusieurs d'entre vous, des gens qui sont venus taper à votre porte pour faire la campagne sénatoriale, les campagnes législatives, qui ont des diplômes, qui ont envie de vous aider. Et si vous finissez par gagner l'élection, et que vous voyez les gens ont été efficaces, professionnels, engagés auprès de vous, et ben vous pouvez être amené à leur proposer quelque chose. Ça peut être un emploi de collaborateur parlementaire. Moi, Jean-Marie Girier, qui était le directeur de campagne de Emmanuel Macron, à la fin m'a dit « Alexandre, qu'est-ce que tu souhaiterais faire? Je pense que tu as une compétence et tu pourrais nous aider dans l'aventure présidentielle. » Et c'est normal que vous ne claquiez pas la porte à des gens qui n'ont pas dormi plus de 3 heures pendant une durée de 4 mois, 5 mois, qui n'ont pas vu leur famille et qui en plus ont été bons dans ce qu'ils faisaient. Alors je le dis sans modestie, mais un certain nombre de personnes qui étaient présents pendant la campagne présidentielle avec des compétences. Alors moi, c'était l'organisation et la logistique et la sécurité. On ne va pas le nier parce que j'ai connu ça, j'ai fait ça pendant 9 ans. D'autres étaient bons sur la culture, ils ont été recrutés comme chargés de mission culture. D'autres étaient bons sur la presse, ils ont été recrutés comme attachés de presse. Et c'est normal, c'est le fonctionnement normal et c'est l'issue normale d'une campagne présidentielle. Je crois que Madame Jourdan ne vous demandait pas si c'était normal ou pas, mais comment vous avez été recruté? Je vais y répondre précisément. On m'a indiqué que les fonctions qu'on ciblait pour moi étaient celles qui étaient fixées à la chefferie de cabinet, parce qu'elles correspondaient à mes compétences, c'est-à-dire une mission d'organisation générale, de coordination générale, de terrain, ce que j'aime. Et donc j'ai été ensuite appelé par le service des ressources humaines de la présidence de la République, avec lequel j'ai eu un entretien, qui m'a demandé ce que je faisais avant, quel était mon salaire, quelles étaient mes compétences. Je leur ai apporté mes diplômes, je leur ai apporté mes attestations. Ça ne s'est pas fait comme ça. J'ai eu un entretien avec le directeur de cabinet du président de la République, Patrick Stroda, qui est le patron de la maison, même si aujourd'hui il y a un directeur général de service qui a été nommé, mais c'est lui qui recrute le personnel. Et on m'a annoncé que j'étais recruté sous le statut de chargé de mission, qui est un statut, au même titre que vous avez été secrétaire général de l'Élysée, monsieur Bas, donc vous connaissez ça par cœur. Il y a des chargés de mission et vous avez des conseillers. Et ensuite, vous avez d'autres personnes qui occupent une place à part, le secrétaire général, le directeur de cabinet, et éventuellement le conseiller spécial. Mais le statut, c'est très important de le rappeler là, le statut fixe votre salaire. À partir du moment où vous avez un statut de chargé de mission, vous pouvez être dans d'autres fonctions. Mais mon statut, c'était chargé de mission, c'est-à-dire le niveau le plus bas
de ce qu'on peut trouver au cabinet du président de la République. Donc on doit être une dizaine, et vous avez un salaire qui est fixé. Et j'ai été fixé à la chefferie de cabinet, en attendant l'arrivée d'un chef de cabinet, parce qu'on n'en a pas eu pendant une dizaine de jours de mémoire. Donc on a commencé à découvrir cette maison, aller au contact du personnel, des chefs de service, essayer de comprendre comment ça fonctionnait. Il y a eu un premier déplacement au Mali, il a fallu tout faire dans l'urgence. Vous découvrez, c'est nouveau, surtout pour une équipe comme celle d'Emmanuel Macron. C'était nouveau d'arriver, même s'il avait déjà une expérience de cette maison. Mais pendant 10 jours, j'étais tout seul à la chefferie de cabinet. Jean-Marie Girinier n'étant plus là, François-Xavier Loche est arrivé, et il y a eu un entretien avec François-Xavier, qui m'a demandé un peu d'où je venais, qu'est-ce que j'avais fait avant, de quoi j'étais capable, et il m'a dit « Ok, très bien ». Donc j'étais pris comme chargé de mission auprès du chef de cabinet. Et ensuite, les fonctions ont pu évoluer. J'ai conservé mon statut de chargé de mission. Et au sein de la chefferie de cabinet, nous étions 4, avec un chef de cabinet, un chef de cabinet adjoint ou un chef adjoint de cabinet. Ces deux dénominations sont des titres, parce qu'ils impliquent une nomination au journal officiel. Et ensuite, nous étions 2 chargés de mission dans des fonctions d'adjoint au chef de cabinet. Ça a été précisé par Patrick Stroda devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, il me semble. Il y a 3 choses. Il y a le statut qui détermine votre salaire, votre position sociale, si je peux m'exprimer ainsi, au sein du cabinet. Votre fonction, c'est ce que vous faites au quotidien. Et le titre. Le titre, vous pouvez vous en prévaloir, c'est celui de chef adjoint de cabinet ou de chef de cabinet adjoint dès lors que vous êtes nommé au journal officiel. Voilà, pour être très précis avec vous, les réponses que je peux vous apporter. Madame Jourdain. Oui, alors je vais encore vous demander quelques précisions, car en réalité vous êtes précis, mais pas sur ma question. Qui vous a recruté? Vous avez commencé à parler de Jean-Marie Girier, vous l'avez recité après. Ensuite vous avez dit « on m'a demandé qui est on ». C'est-à-dire concrètement, comment s'est passée la mise en contact? On comprend bien que M. Stroda est votre supérieur hiérarchique. En réalité, il est normal que ce soit lui qui vous recrute, mais comment le contact s'est fait en réalité? Alors, M. Benalla. Pour être très précis, Jean-Marie Girier a fait l'interface. Vous êtes dans une phase de transition. Quand vous arrivez à la présidence de la République nouvellement élue, ce n'est pas quelque chose de normal. Et vous avez un certain nombre de personnes qui préparent la transition, qui vont y rester, et d'autres qui s'en vont, qui vont dans d'autres fonctions. Et donc il y a eu un moment, moi-même je ne sais pas qui a décidé de quoi pour moi. On m'a fléché. Quand je dis on, je ne sais pas, c'est sûrement le président de la République, avec Alexis Kohler, avec Patrick Stroda qui était nouvellement nommé, qui n'a pas fait la campagne, Patrick Stroda. Il a été recruté sur ses compétences, sur son expérience professionnelle et son expérience en cabinet au plus haut sommet de l'État. Et donc quand il arrive, Patrick Stroda, il ne connaît pas Alexandre Benalla. Donc il doit monter une équipe et il est conseillé par l'ancienne équipe, en l'occurrence Jean-Marie Girier. Et peut-être Alexis Kohler qui est là, et il y a des discussions qui se font. Et ils n'ont pas passé, je pense, 30 minutes sur moi. Ils ont dû balayer un certain nombre de personnes qui étaient dans des fonctions, on va dire, importantes pendant la campagne, et à qui ils ont fléché un certain nombre de fonctions, certains sur le fond, d'autres sur la forme. Et voilà comment j'ai été recruté. Ensuite, j'ai été sollicité à un entretien avec Patrick Stroda, qui m'a dit que mon profil était bon, et que c'était bien d'avoir un profil différent, un peu, à la chefferie de cabinet, que ce qui se fait habituellement. Voilà. Merci de cette réponse. Madame Jourdain. Dernière question en ce qui me concerne. Quelle est votre activité professionnelle actuelle? Le Pôle emploi. Bien. Madame Jourdain, vous avez terminé avec les questions que vous vouliez... Presque, car... alors, ce renseignement vaut ce qu'il vaut, mais vous savez qu'à peu près, dans tous les journaux intéressés par la question, il vous a été prêté une activité de garde du corps qui a été peut-être momentanée ou inexistante, vous allez nous dire, auprès d'une star de la télé-réalité. Oui, je ne suis pas tombé aussi bas, malheureusement. Non, j'ai eu aucune activité professionnelle depuis que j'ai quitté l'Élysée. Il y a eu un certain nombre de fake news qui sont sortis. Bon, j'ai pas la maîtrise des médias, donc je laisse passer. Il y a eu un certain nombre de recours. Nous non plus, Monsieur Benalla. Je sais bien, j'ai bien compris. Mais il y a eu un certain nombre de recours qui ont été exercés par mes avocats sur un certain nombre de fake news, mais je ne lis plus la presse. J'en ai des échos, mais je n'ai pas exercé de fonction ni de garde du corps, ni je ne souhaite monter une société au Maroc, comme ça a pu être dit. Je suis français, je suis bien en France. On va s'expliquer je m'explique devant vous. Déjà, je m'expliquerai devant la justice, et ensuite, on reprendra une vie normale. En tout cas, on fera autre chose. Merci. Monsieur Jean-Pierre Sueur. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Alexandre Benalla, je vais commencer par une question directe. Nous avons reçu le secrétaire général de l'Élysée
le directeur de cabinet de l'Élysée, de la présidence de la République et le chef de cabinet. Tous les trois nous ont dit que vos fonctions consistaient en l'organisation de voyages et de déplacements, à l'exclusion d'autres missions. Pouvez-vous ici, sous serment, nous confirmer qu'à aucun moment, à l'Élysée, vous n'avez exercé de mission relevant de la police ou de la sécurité? Monsieur Benalla. Je vous le confirme. Excusez-moi, je vous le confirme. Je n'ai jamais été ni policier, ni garde du corps du président de la République. Mais vous n'avez jamais exercé de fonction relevant soit de la sécurité, soit de la police. Monsieur Benalla. Alors, pour être très précis, les 4 missions qui m'incombaient, il y en a une 5e qui n'a pas été dite, mais je vous dirai à la fin. La première, c'est l'organisation des déplacements nationaux. C'est-à-dire, quand le président se déplace, vous faites un certain nombre de réunions préalables, vous faites un certain nombre de préparatoires, on appelle ça, de déplacements préparatoires. Vous allez avec le préfet, son directeur de cabinet, le directeur départemental de la sécurité publique. Ça, ce sont les locaux qui vous accueillent. Et vous partez avec un certain nombre de personnes de l'Élysée qui sont en charge des services à l'Élysée. Vous avez l'intendant, parce qu'il risque d'y avoir un dîner, un cocktail. Vous avez le service de presse. Vous avez le chef du GSPR. Vous avez le protocole quand il y a des personnalités étrangères. Et vous, votre rôle, parce que vous êtes à un niveau, parce qu'il faut bien préciser aussi qu'est-ce que c'est la chefferie de cabinet, c'est assez flou pour les gens et je le conçois. À l'Élysée, il y a 2 types de choses. Il y a le cabinet politique, qui est avec les conseillers, les chargés de mission, et vous avez les services, qui sont dans la mise en œuvre de ce qui a été décidé au point de vue politique. Donc celui qui a autorité sur l'autre, c'est le politique qui a autorité sur les services. Jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas l'intendant qui va décider s'il va faire 30 repas ou 80 repas. Il fait en fonction de ce qui a été décidé politiquement par le conseiller en charge. Si demain vous avez un cocktail sur la thématique agriculture, par exemple, à l'Élysée, dans lequel le président souhaite inviter un certain nombre de responsables syndicaux, de responsables agricoles, etc. Il va vous dire, voilà, on va faire quelque chose avec un dîner, un cocktail. Vous allez recevoir la consigne politique du haut, du conseiller en charge de l'agriculture, et ensuite vous allez mener une réunion avec les différents services. Et il y aura le commandement militaire, il y aura le cuisinier, il y aura l'intendant, il y aura le service de presse, et vous allez leur dire, voilà, ce qui a été décidé, ça c'est le rôle de la chefferie de cabinet, c'est le cœur du réacteur, en termes de logistique et d'organisation, et je vais répondre à la question, monsieur, je vais répondre. Mais il faut comprendre le contexte. Et donc vous animez une réunion dans laquelle il y a plusieurs personnes et vous leur expliquez voilà ce qui est attendu de vous. Il va y avoir 80 personnes, donc il faut prévoir 80 repas. Monsieur le commandant militaire, mon général, il va y avoir 80 personnes qui vont arriver au mieux par le 55, où vous allez décider par un autre endroit parce que vous ne voulez pas que ça soit filmé, peu importe. Est-ce qu'au moment où je parle au général, je suis dans une fonction de sécurité? Au même titre que quand je parle à l'intendant ou au chef cuisinier, je ne suis pas cuisinier moi-même ni superintendant de l'Élysée. Donc, quand vous êtes dans des fonctions à la chefferie de cabinet, vous êtes dans des fonctions transverses. Vous êtes dans des fonctions où vous êtes amené à parler et au chef du GSPR et au commandant militaire. Et vous êtes là pour donner le but à atteindre. Les moyens employés par le commandant militaire, les moyens employés par le chef du GSPR, c'est pas vous qui... J'explique pas sur un déplacement au colonel Lavergne, qui est maintenant général, tu dois mettre 10 barrières ici ou 4 là-bas. C'est pas ça mon but. C'est de lui dire, voilà, l'idée c'est qu'on fasse une arrivée propre, parce que vous êtes une sorte de metteur en scène, vous êtes une sorte de chef d'orchestre, vous êtes sous l'autorité du chef de cabinet. Le rôle du chef de cabinet et de la chefferie de cabinet, il est très clair, c'est l'organisation générale, la coordination générale. Il est le chef d'orchestre des déplacements et des événements du palais, et il est également le metteur en scène, si je peux me permettre de parler ainsi. Et pour répondre de manière très claire, j'avais 4 missions à l'Élysée. Ma première mission était l'organisation des déplacements nationaux dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer là. Je pense que vous en aviez déjà connaissance. Il était l'organisation des événements au palais, dans le cadre de ce que je viens de vous expliquer là également, dont vous aviez connaissance. Il était le cadre de l'organisation, et je vais employer le terme, parce que ce qu'on appelle les déplacements privés du président de la République. Je pourrais m'en expliquer si vous avez des questions là-dessus. Et il était dans une tâche qu'on a appelée coordination des services de sécurité.
La coordination des services de sécurité, je pense vous avoir expliqué par mon parcours, c'est vrai que j'ai une petite connaissance du domaine de la sécurité. Il ne consistait pas à être le chef de la sécurité de l'Élysée. Il consistait à conduire un certain nombre de réunions, de réflexions. Souvent, si vous prenez le colonel Laverne, qui est maintenant général, qui a besoin de 12 voitures supplémentaires, par exemple, pour son parc automobile. S'il n'a pas un appui politique, si le cabinet ne l'aide pas, c'est comme ça que ça fonctionne, si le cabinet ne l'aide pas, il pourra aller demander 12 voitures au ministère de l'Intérieur, il sera tout seul face au ministère de l'Intérieur. Et c'est souvent ce qui se passe. Donc par exemple, j'avais en charge le renouvellement du parc automobile de l'Élysée. Parce qu'à un moment, vous faites des réunions à un autre niveau que de chef de service à l'administration centrale. Vous faites une réunion à un niveau cabinet, c'est-à-dire le cabinet du président de la République saisit le cabinet du ministre de l'Intérieur parce qu'il a besoin de moyens supplémentaires. Voilà, c'était pas une, pour répondre très précisément, ce n'était pas une fonction opérationnelle de sécurité, c'était une fonction administrative. Alors mes chers collègues, je crois qu'il faut qu'on soit attentif à ne pas créer un bruit de fond pendant que M. Benalla s'exprime ou pendant que nos collègues rapporteurs posent les questions. M. Benalla, vous avez annoncé qu'il y avait une 5e mission dont vous vouliez nous parler. Alors nous attendons maintenant la description de cette 5e mission. Alors, il y a quelque chose pour lequel personne ne se bouscule au cabinet du président, mais traditionnellement, je pense que quand vous étiez en fonction, c'était également pareil, il y a un service qui s'appelle le service des présents diplomatiques, qui est placé sous l'autorité d'un conseiller qui peut avoir un attrait pour ça. Qu'est-ce que c'est ce service? C'est un service qui est composé de 2 personnels administratifs et qui ont la gestion des cadeaux que le président peut offrir à ses hôtes étrangers ou lorsqu'il part en déplacement, et également la gestion des cadeaux que reçoit le président de la République. Donc il faut une autorité politique, parce qu'à un moment, il y a un choix à faire dans le cadeau qui peut être offert à X, Y, vous êtes M. Trump, M. Mohamed Ben Salman, peu importe. Et donc, vous pouvez orienter, vous avez un certain nombre de propositions, il y a un historique qui est tenu par ce service, on dit qu'on a déjà offert tel voyage, tel cadeau, etc. Et vous avez un choix à faire. Voilà, bon, je me suis occupé de ça. Voilà. Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. Nous avons demandé la communication de la fiche de poste concernant votre travail et cela ne nous a pas été adressé. Avez-vous eu connaissance de cette fiche de poste? D'autre part, Monsieur le directeur de cabinet nous a dit qu'il existait une note de service relative à vos missions. Avez-vous eu connaissance de ces 2 documents et pourriez-vous nous les communiquer, puisque jusqu'à ce jour, personne ne les a communiqués? Bien entendu. Alors, la fiche de poste dont il est question, c'est simplement une note qui a été communiquée. Quand vous êtes au cabinet du président de la République, vous avez un certain nombre de choses à faire, mais votre périmètre est délimité de manière très claire. Et donc, c'est une note de mémoire qui était adressée par le directeur de cabinet au secrétaire général de l'Élysée et qui lui indiquait que je remplissais donc les 4 missions dont je viens vous citer. La 5e s'étant rajoutée par la suite. Voilà. Mais je suis en mesure de vous la fournir sans problème. Merci. Monsieur Sueur. Vous nous la fournirez. Tout à fait. Je vous remercie. Par rapport au déplacement et à la protection très rapprochée du président de la République, les épaules, il existe, vous le savez, entre les 4 fonctionnaires qui assurent la protection ultra rapprochée du président, une boucle de communication. Est-ce que vous pouvez, sous serment, nous déclarer que vous n'étiez pas dans cette boucle? Alors, pour être encore très précis là-dessus, quand on est arrivé au Palais de l'Élysée, il n'était pas habituel que la chefferie de cabinet, le service de presse, les photographes soient en réseau radio. Donc quand vous êtes dans un bain de foule, quand vous êtes sur un déplacement où il y a énormément de journalistes, de monde, il faut vous appeler au téléphone, il faut vous chercher à droite, à gauche. Donc on a eu, sous l'impulsion de François-Xavier Loche, l'idée de mettre en place un système de télécommunication, un système de radio, pour ça qu'on peut me voir sur plein d'images avec une oreillette, l'oreillette n'étant pas réservée aux gardes du corps. Et donc il y avait dans cette boucle-là le service de presse, la chefferie de cabinet, le photographe de l'Élysée et également le chef ou son adjoint du GSPR qui était en communication. Mais en aucun cas, vous n'aviez accès aux communications que peuvent avoir entre eux
parce qu'ils sont sur un réseau sécurisé, les officiers de sécurité du GSPR, parce que ça aurait interféré dans leurs fonctions, et ce n'était pas du tout le cas. L'idée étant de coordonner au mieux le déplacement du président de la République, de manière à ce que les gens soient au bon endroit, le photographe soit au bon endroit, le service de presse mette la presse au bon endroit, et qu'on puisse avancer de manière fluide dans un déplacement qui se veut présidentiel. Donc, on doit communiquer rapidement pour être efficace. Voilà tout ce que j'ai à vous dire. Monsieur Benalla, nous savons absolument qu'existe ce réseau radio. Je veux parler du réseau très spécial qui est différent, qui concerne les quelques fonctionnaires qu'on peut compter sur les doigts d'une main qui assurent la protection rapprochée. Pouvez-vous donc démentir ce qui a pu être écrit dans un organe de presse hier soir sur le fait que vous aviez accès à ce réseau-là? Pour le premier, il n'y a pas de doute, mais pour le second, pouvez-vous déclarer sous serment que vous n'avez jamais eu accès à ce dernier? Alors, pour être encore très précis, nous utilisons, comme le GSPR, avec le service de presse, le photographe de l'Élysée et la chefferie de cabinet, exactement le même appareil radio que le GSPR. Simplement, nous ne sommes pas sur la même fréquence. Et donc, vous n'avez pas accès à la fréquence des personnes du GSPR qui assurent la protection rapprochée? Non. Alors, je vais vous le dire de manière très claire en plus, c'est que au début, ça a posé un problème, cette idée de radio. Ce que je comprends d'ailleurs, parce que ce n'était pas habituel. Et donc, le chef du GSPR, le colonel Lavergne, a décidé, en accord avec le chef de cabinet, que nous n'avions accès qu'à une boucle radio très limitée. Donc, les 4 personnes dont on pouvait parler, c'est le chef de cabinet, l'attaché de presse présent, le photographe et le chef ou l'adjoint du GSPR. C'est une autre boucle. C'était exactement. Je n'avais pas accès à une boucle particulière de sécurité, j'en ai pas connaissance. Je voulais vous demander quelle était votre fonction par rapport au déplacement privé du président de la République. Ceci était donc votre fonction, si j'entends bien ce que vous dites, ne relevait pas de la sécurité ou de la police. En conséquence, vous n'étiez pas armé. Alors, pour être très précis sur l'histoire du port d'armes, j'ai entendu absolument tout et je sais que ce n'est pas quelque chose d'habituel, ça peut poser question, etc. J'ai fait une demande, à titre personnel, d'autorisation de port d'armes pour des motifs de défense et de sécurité personnelle. Parce que quand vous êtes dans des fonctions à la présidence de la République ou pendant la campagne présidentielle, vous êtes exposé vous-même. Et on est tous, en tout cas moi de mon point de vue, on est exposé. On passe dans les médias, vous êtes identifié, quand vous habitez dans le même endroit depuis 8 ans, il peut vous arriver quelque chose. Donc j'ai fait une demande pour ma sécurité personnelle. Je crois savoir qu'un nombre important de personnes ayant travaillé à l'Élysée se sont déjà vues délivrer des autorisations de port d'armes. Je pense par exemple, je vais citer son nom, j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais M. Michel Charasse, lorsqu'il était collaborateur de François Mitterrand, il disposait d'une autorisation de port d'armes. Est-ce que M. Michel Charasse était le garde du corps de François Mitterrand? Je ne le crois pas. Un certain nombre d'autres, sous la présidence, Chirac par exemple, il y a eu des collaborateurs du président qui ont pu disposer d'une autorisation de port d'armes. Il y a un certain nombre de parlementaires qui disposent d'une autorisation de port d'armes. Ça ne fait pas d'eux des gardes du corps des autres parlementaires. Et tout ça pour vous dire qu'une autorisation de port d'armes, c'est quelque chose de très rare. Le ministère de l'Intérieur les délivre au compte-gouttes. En l'occurrence, il y a eu un refus, mais pour des motifs administratifs, parce que ma deuxième demande de port d'armes, au moment où je rentre en fonction à l'Élysée, elle est basée administrativement sur une première demande, donc sur mes fonctions de directeur de la sûreté et de la sécurité d'En Marche. Donc c'est jugé pas recevable par la DLPAJ, c'est ce que expliquait alors en substance M. Stéphane Frattacci, c'est que la DLPAJ juge que, comme je n'ai pas renouvelé une port d'armes en ma qualité de collaborateur du président de la République, ils disent non sur le principe, ce qui est normal. Parce qu'il doit y avoir un dossier administratif carré, complet, etc. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de menace. Et je ne rentrerai pas dans les détails. Bon. Voilà. Alors, permettez-moi. Pardon, monsieur le Président Sueur, juste un petit instant, excusez-moi. Je vous en prie, cher Président. Oui. Monsieur Benalla, nous pouvons tout entendre, mais il y a une réalité, ce sont les visas, les attendus de la décision du préfet de police. Elle ne dit pas, monsieur Benalla, pour sa sécurité personnelle, a demandé un port d'armes et comme il a les qualifications nécessaires, nous lui accordons.
Elle dit « Monsieur Benalla est chargé d'une mission de police dans le cadre de son action de coordination de la sécurité de la présidence de la République avec les forces militaires et le GSPR. » Alors, il a bien fallu que la demande comporte une description de cette fonction de police pour que le préfet de police, qui n'invente rien, puisse s'y référer. Et d'autre part, je laisse de côté les allégations que vous avez pu avancer sur des personnes qui auraient eu des permis de port d'armes ou d'autres peut-être à l'Élysée qui en auraient aujourd'hui. Mais convenez tout de même qu'il ne suffit pas d'être collaborateur du président de la République pour se trouver dans une insécurité telle que cela justifie une demande de port d'armes. Je veux juste relever ces points. Donc je vous demande très simplement de m'expliquer pourquoi au préfet de police on a dit une chose et pourquoi aujourd'hui vous dites une autre chose. Alors, pour répondre encore de manière très précise, je n'ai pas rédigé mon arrêté d'autorisation de port d'armes. Cet arrêté a été rédigé par un service qui s'appelle la Direction de la police générale et qui a essayé de faire rentrer mon cas, qui n'est pas un cas conforme, dans les clous. D'ailleurs, il est très imprécis sur mes fonctions parce qu'il explique la coordination entre les forces militaires et le GSPR. Les forces militaires, je ne sais pas ce que c'est. Moi, je pense que c'est le commandement militaire du Palais, puisque vous nous avez expliqué vous-même cette fonction de coordination des services de sécurité. Monsieur Loche nous l'a révélé alors qu'elle ne nous avait pas été précisée dans nos premières auditions, et qui, dites-vous, dit-il, comportait la coordination du commandement militaire du Palais et du GSPR. Tout à fait. Et donc, pour répondre précisément, je sais, parce que le seul interlocuteur que j'ai eu sur cette autorisation de port d'armes, c'est Patrick Stroda, qui a dit on va faire les choses dans les règles. Et on a fait les choses dans les règles. Il a saisi la préfecture de police de l'étude du dossier. Ensuite, qu'une administration prenne des considérants. Je crois d'ailleurs qu'il y a la considérant sur la menace terroriste, qui est précisée dans l'arrêté, que personne ne dit. Et sur un certain nombre de menaces, elle est précisée dans un alinéa de l'arrêté. Et donc, ce n'est pas forcément mes fonctions de collaborateur du président de la République, c'est qu'il y avait d'autres menaces dans lesquelles je ne rentrerai pas dans le détail, mais c'est précisé sur cet arrêté. Patrick Stroda n'a dicté en rien cet arrêté au service de la direction de la police générale. Personne ne le croirait. Patrick Stroda a dit, voilà, il y a Alexandre qui est dans cette situation-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que vous pouvez le faire ? Est-ce que vous ne pouvez pas le faire ? Et la préfecture de police a répondu favorablement. Et des gens qui sont des administratifs, des juristes, ont pris un certain nombre de considérants pour pouvoir attribuer de manière légale, réglementaire, une autorisation de port d'armes. La mission de police, elle fait référence à un arrêté qui leur permet de me délivrer cette autorisation. Alors, est-ce que, excusez-moi le terme, c'est bancal juridiquement ou pas ? Je ne sais pas, moi-même je ne suis pas un expert des arrêtés de port d'armes. Je dis simplement que la préfecture de police, après enquête administrative, savoir s'il y avait un bien fondé quant à la demande. Deuxième chose, cet arrêté intervient en septembre ou en octobre, fin septembre ou début octobre de mémoire. Et donc, je suis un interlocuteur connu de la préfecture de police. Et par ma présence pendant la campagne présidentielle, et par ma présence sur les déplacements du président de la République. Donc, il y a sûrement eu un certain nombre de démarches administratives internes à la préfecture de police, sur la base de la requête de Patrick Stroda, qui n'a aucun cas dit Alexandre il est policier ou Alexandre il s'occupe. Les termes sont inexacts. Donc c'est un certain nombre de considérants qui prend en compte le principal, c'est-à-dire la menace qui pouvait peser à un moment sur moi. Et donc, ils ont délivré un document qui me permettait de justifier à l'occasion desquelles je portais mon arme. Et c'est précisé dans mes missions, et je tiens à répondre à la question qui va être posée après, mais dans vos missions. Donc mes missions, c'est quoi ? C'est l'organisation des déplacements, etc. Mais la mission, quand vous êtes au cabinet du président de la République, elle est permanente. Elle ne s'arrête pas, la mission. Donc quand je rentrais chez moi avec mon arme, en l'occurrence un Glock 43, sur moi, jusqu'à mon domicile. Voilà. Mais, Monsieur Benalla, vous comprenez que vous me dites on a voulu faire les choses en règle et la préfecture de police a énoncé des motivations qui permettaient au port d'armes d'être légal. Tout à fait. Est-ce qu'on ne peut pas en déduire que si vous n'aviez pas eu la mission de police relevée par le préfet de police, mais si vous aviez fait la demande uniquement en disant c'est pour ma sécurité personnelle, normalement et légalement, le permis de port d'armes aurait dû vous être refusé ? Alors, c'est pas tout à fait exact.
Comme il l'a été au ministère de l'Intérieur à 2 reprises. Alors je vais repréciser encore. Il a été refusé à 2 reprises par le ministère de l'Intérieur sur des motifs administratifs, sur des problèmes non pas d'opportunité ou pas, même si à un moment, sur le premier port d'armes, est intervenue une décision de Frédéric Auréal, chef du SDLP, qui n'a pas souhaité que je puisse porter une arme pendant cette campagne présidentielle. Sur la deuxième demande, c'est un problème purement administratif parce que je n'avais pas renouvelé en faisant état de mes nouvelles fonctions la demande, et on avait relancé la première demande, ce qui a été refusé par la DLPAJ. Monsieur Sueur. Je souhaite terminer, si vous voulez, Monsieur le Président. Sur l'autorisation de port d'armes. La mission de police n'est pas un préalable à la délivrance de l'autorisation de port d'armes. Il est prévu par les textes, le Code de la sécurité intérieure en espèces, que peut se voir délivrer tout fonctionnaire exposé à des risques dans le cadre de ses fonctions une autorisation de port d'armes par le préfet territorialement compétent. En l'espèce, c'est le cas. La préfecture de police a considéré que mes fonctions étaient exposées et m'a délivré une autorisation de port d'armes sur la base du Code de la sécurité intérieure. Donc quand je dis fonctionnaire, c'est fonctionnaire ou agent public. J'étais agent public. Finalement, je vois que vous ne connaissez pas si mal les règles d'attribution des ports d'armes. Alors, Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. Encore beaucoup de questions. Il nous a été refusé d'avoir accès aux documents suivants, la demande faite non pas par vous-même, mais comme vous l'avez dit dans un second temps par Monsieur le directeur de cabinet de port d'armes. Il est étrange qu'on nous ait refusé la connaissance de ce document. Est-ce que vous avez ce document? Alors, je pense qu'il n'existe pas de document. Vous n'êtes pas sans savoir que le directeur de cabinet du président de la République est en lien avec tous les préfets. Il a dû décrocher son téléphone et demander à Michel Delpech de voir si dans les règles, il était possible de m'attribuer une autorisation. Donc vous considérez que ce port d'armes, qui a été refusé 2 fois pour des raisons administratives par le ministère de l'Intérieur, a été attribué par M. Yann Drouet, que nous allons recevoir, sur un coup de téléphone, qu'il n'y a pas une demande écrite. Alors je pense que ce n'est pas la procédure en l'espèce, c'est que dans un premier temps, il y a une personne qui appelle une autre personne et qui demande voilà à quelle situation on est confronté. Est-ce que vous pouvez regarder si c'est possible, si ça rentre dans les clous. D'ailleurs, Patrick Stroda est quelqu'un d'assez prudent et de très dans les règles. Et c'est quelqu'un de très droit. Nous l'avons reçu. C'est quelqu'un de très droit. Il n'a exercé aucune pression, ni téléphonique. Simplement, il a appelé le préfet de police en lui disant « Voilà la situation dans laquelle est Alexandre, qu'est-ce qu'on peut faire ?» Et le préfet de police, par la suite, a saisi ses services, son cabinet dans un premier temps, donc son chef de cabinet, Yann Drouet, et Yann Drouet a saisi la direction de la police générale qui a écrit cet arrêté. Et donc, avant d'écrire cet arrêté, d'ailleurs, qui m'a demandé un certain nombre de documents justificatifs permettant de prouver, et d'ailleurs, ils sont mentionnés, il me semble, dans l'arrêté, que j'avais les capacités à porter une arme, que je n'étais pas soumis à quelconque problème d'ordre psychologique, médical. Donc j'ai fourni un certain nombre de documents, mais les échanges écrits se font entre l'intéressé et les services, pas entre le préfet de police et le directeur de cabinet du président de la République. Il s'appelle. Je pense qu'il n'a pas le temps déjà de pouvoir écrire un courrier. Il y a une saisie administrative officielle entre l'intéressé et le service en l'occurrence la direction de la police générale, son 4e bureau de mémoire. Merci.